Goedemiddag aan iedereen. Als secretaris-generaal van Synergrid is het een waar genoegen om jullie welkom te heten op onze eerste webinar. Synergrid is een federatie voor netbeheerders voor gas en elektriciteit in België. Op 27 januari hebben Synergrid en de 9 elektriciteits- en gasnetbeheerders de titel van SDG Voice 2021 mogen ontvangen van federaal minister voor Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, mevrouw Khattabi. We zijn hier zeer verheugd over, want we zien deze nominatie als een opportuniteit om de dialoog met onze stakeholders verder te verdiepen en de talrijke mogelijkheden van de energietransitie in de verf te zetten. Als SDG Voice hebben wij de missie gekregen om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht te brengen en ze toegankelijker te maken, zowel voor onze burgers als voor bedrijven, zodat iedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking ervan. Synergrid en haar leden willen daarom via diverse acties jongeren, huishoudens, bedrijven en lokale overheden bewust maken van de urgentie van de energietransitie, het belang van rationeel energiegebruik benadrukken en duurzame ontwikkeling promoten. Zorgen voor een toegankelijke, duurzame energie is namelijk de bestaansreden voor de transport- en distributienetbeheerders. Samen werken wij elke dag aan de transitie naar duurzame energie. Wij staan klaar om samen de energiewereld van morgen vorm te geven. Een wereld waar iedereen op zijn manier aan de energietransitie kan bijdragen en niemand vergeten wordt. Synergrid en haar leden zijn momenteel een project aan het uitwerken om onze missie van SDG Voice vorm te geven. En als deel van dit project hebben we een aantal webinars gepland. In onze kandidatuur hadden wij aangegeven dat we rond een aantal van de 17 objectieven zouden werken. Wij hebben gekozen om rond 8 objectieven te werken. Eigenlijk, onze eerste webinar zal gaan rond objectief 1, geen armoede, want voor ons distributienetbeheerders is dit een belangrijke uitdaging, maar ook objectief 10, ongelijkheden verminderen, want daar ook hebben wij samen met de overheden een rol te spelen. Dames en heren, energiearmoede is een ware uitdaging voor België. Volgens de barometer energie- en waterarmoede van de Koninklijke Boudewijn Stichting leeft namelijk meer dan 1 gezin op 5 in België in energiearmoede. En dit aantal is nauwelijks veranderd sinds 2009. Energiearmoede verwijst naar een situatie waarin een persoon of een huishouden te kampen heeft met bijzondere moeilijkheden om te voorzien in zijn basisbehoefte aan energie. Het principe leave no one behind of niemand aan zijn lot overlaten staat centraal in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en is ook opgenomen in het regeerakkoord. Federale objectieven voor armoedebestrijding moeten dan ook in lijn gebracht worden met de regionale objectieven, gezien de bevoegdheden van de regio's in deze materie. En ja, distributienetbeheerders hebben een belangrijke rol te spelen op het vlak van energiearmoede. Ze zijn namelijk wettelijk erkend als sociale leveranciers. Ze hebben ook sociale inclusie en de strijd tegen energiearmoede in hun strategische doelen opgenomen. Ze streven ernaar om klanten in moeilijkheden beter te kunnen helpen en om de situatie van beschermde klanten beter te kunnen begrijpen. De distributienetbeheerders werken dan ook samen met universiteiten om de context van de energiearmoede beter te begrijpen en efficiënter te kunnen reageren. Er moet wel vastgesteld worden dat de geliberaliseerde markt, die heel goed werkt voor een grote meerderheid van de klanten, minder geschikt is voor een meer precaire bevolkingsgroepen. De distributienetbeheerders wensen dan ook als publieke actoren hun kennis in te zetten als sociaal leverancier om samen met andere actoren van de armoedebestrijding passende oplossingen te vinden voor deze moeilijke situaties. De distributienetbeheerders wensen dan ook verder te gaan dan wat ze ook vandaag doen. Innovatieve projecten worden opgezet, zoals Local Energy Communities, waar sociale huisvestingsmaatschappijen, distributienetbeheerders en universiteiten samenwerken aan inclusieve oplossingen.
En dit is zeker relevant in het kader van de energietransitie, maar ook in deze van de rechtvaardige transitie. En mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, CEO van Sibelga, zal u later de visie van de netbeheerders uiteenzetten. Mesdames et messieurs, la lutte contre la précarité énergétique fait partie intégrante de la transition juste. Cette transition juste concerne les interventions sociales qui sont nécessaires dans le cadre de la transition vers une économie durable et à faible émission de carbone. La transition occupe une place importante dans le Green Deal européen, est également incluse dans le plan national intégré énergie-climat. Nous aurons le plaisir d'entendre la représentante de Madame la ministre en charge du développement durable, Madame Zakia Khattabi. La ministre étant absente ce jour, elle nous a envoyé une petite vidéo et Madame Ariane Giraneza prendra ensuite la parole. Ensuite, nous aurons la vision des gestionnaires de réseaux de distribution que vous donnera Madame Fauconnier, la CEO de Sibelga. Et enfin, nous aurons aussi une intervention par un représentant de la Commission européenne en charge de la transition juste, Monsieur Eero Ailio. Au sein de notre secteur, notre ambition est de réussir cette transition énergétique en ne laissant personne au bord du chemin. Et d'ailleurs, notre slogan dans ce sujet est « Ensemble, connectons-nous à l'énergie durable, samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst ». Je vous remercie pour votre attention et après la vidéo, nous entendrons Madame Ariane Giraneza, ensuite Madame Fauconnier et enfin Monsieur Eero Ailio. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de commencer par féliciter nos organisateurs Synergrid et les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz pour leur désignation comme ambassadeurs des objectifs de développement durable pour 2021. Ik ben vandaag verheugd om hier te zijn op jullie eerste webinar in het kader precies van jullie verkiezing tot SDG Voice. De energiesector is immers een cruciale partner in het behalen van de SDG's tegen 2030. Niet enkel om voor de hand liggende SDG 7 rond energie, maar ook wat betreft SDG 1 rond armoede, SDG 10 rond ongelijkheid, SDG 12 rond duurzame consumptie en productie of nog SDG 13 rond klimaat. Het is net omdat de SDG zo'n complete en geïntegreerde agenda nastreven die zoveel verschillende beleidsdomeinen omvatten, dat we er bewust voor kozen om de SDG Voices uit diverse sectoren te verkiezen. La pauvreté énergétique est un problème qui se situe au cœur de l'urgence climatique et sociale. Réussir la transition vers la société bas carbone et satisfaire de manière juste, de manière équitable, les besoins fondamentaux des citoyens, en particulier des plus vulnérables, sont à mes yeux deux objectifs indissociables. C'est ce lien indéfectible entre transition et justice sociale qui est au cœur de la notion de transition juste. Nous avons besoin de respecter à la fois un plafond environnemental, les limites planétaires, et un plancher social, les besoins de base de la population. C'est aussi d'ailleurs la signification de deux principes majeurs du Green Deal européen que nous devons respecter dans nos politiques. Do no harm au niveau environnemental et leave no one behind au niveau social. La transition juste est aujourd'hui une notion reconnue à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale également, par les États, les entreprises, les partenaires sociaux, les ONG, les pouvoirs publics, notamment au niveau de l'Organisation internationale du travail, au niveau de l'accord de Paris sur le climat, de la déclaration de Silésie sur la transition juste, du Green Deal européen ou encore du Fonds de transition juste. On la retrouve également dans notre plan national énergie-climat. Alors il s'agit désormais de donner corps, de donner chair à cette notion et d'en faire une réalité. Et c'est bien ensemble, dans le dialogue, que nous y parviendrons. Alors merci d'ouvrir aujourd'hui ce dialogue. Bon séminaire. Hallo iedereen. Mijn naam is Ariane Giraneza en ik ben hier als vertegenwoordiger van de regering om even kort te praten over wat energiearmoede nu op het federale niveau betekent. Ik hoef niemand thuis te vertellen dat wij in een gecompliceerd land wonen waarin bevoegdheden op verschillende niveaus zitten. Wat zit er nu op het federale niveau? Wel, om dat uit te leggen ga ik even kort ingaan op de drivers van energiearmoede. Energiearmoede wordt gedreven door
Hoofdzakelijk loon. Iemand die een lager loon verdient, heeft een heel hoog risico om in energiearmoede te zitten. Daarnaast bepaalt de woning van iemand ook heel groot of die persoon in energiearmoede zit of niet. Daarnaast algemeen de energieprijzen. Wel, om tegen energiearmoede op te treden, moet je als overheid tussenkomen tussen één van die 3 aspecten. Wanneer het aankomt op loon, is er op federaal niveau van alles te doen, want dat is gewoon het algemeen armoedebeleid. Wanneer het aankomt op woning, is dit vooral een gewestelijke materie. Alles wanneer het gaat om verbouwing, energie-efficiëntie, woonbeleid, dit is allemaal gewestelijk. Wanneer het aankomt op energieprijzen, dat is iets wat er federaal wel gedaan kan worden. Dus om kort samen te vatten, het federaal energiearmoedebeleid concentreert zich vooral rond prijsbeleid, consumentenbescherming en algemeen armoedebeleid. Ik ga kort in op een paar projecten die federaal bezig zijn rond energiearmoede, om kort uit te leggen wat wij dus allemaal doen. Aan de ene kant heeft men de uitbreiding van het sociaal tarief, dat nu tijdelijk is gebeurd voor mensen die ook een verhoogde tegemoetkoming genieten. Wij zijn op federaal niveau aan het onderzoeken of het mogelijk is om deze uitbreiding eventueel te bestendigen. Daarnaast is er een grote denkoefening bezig rond het sociaal tarief in het algemeen, namelijk de begunstigden, de financiering daarvan. Hoe gaat men daarmee om? Daarbovenop kijken wij naar de energiefondsen, namelijk het Sociaal Verwarmingsfonds, dat vooral bedoeld is voor mensen die hun huis verwarmen met mazoet, en het Fonds Gas en Elektriciteit, hoe we deze fondsen kunnen vernieuwen, efficiënter gebruiken en natuurlijk meer mensen bereiken. Daarnaast, zoals ik al zei, een van de grote troeven die we op federaal niveau hebben, is consumentenbescherming. Dit lijkt al algemene bescherming voor alle consumenten van energiearmoede. Maar zoals we weten, energiearmoede heeft niet alleen met loon te maken. Als de energieprijzen te hoog worden, dan zitten zelfs mensen in de middenklasse in gevaar om in energiearmoede te zijn. Dus qua consumentenbescherming werken wij nu aan het consumentenakkoord, waarin heel veel marktpraktijken van de energieleveranciers worden bepaald. Daarnaast bekijken wij of er nog slapende contracten zijn en hoe wij consumenten kunnen beschermen, maar ook activeren om makkelijker van contract te veranderen. Daarbovenop is er natuurlijk een federale plan armoedebestrijding dat eind dit jaar voorgesteld gaat worden. In de federale plan armoedebestrijding is er ook een hoofdstuk energiearmoede, waarin de minister van Energie en de minister van Armoedebestrijding samenwerken om specifiek een plan op te zetten op het federale niveau. Daarbij, tijdens dit legislatuur, zal er ook een nationale conferentie rond rechtvaardige transitie worden georganiseerd, waarin energie natuurlijk een heel belangrijke rol speelt. En hier komen verschillende ministers samen, de minister van Klimaat, de minister van Armoedebestrijding en Energie, om de rechtvaardige transitie, een conferentie rond de rechtvaardige transitie te organiseren. Maar wat is er nu het grootst bezig? We hebben natuurlijk ook Europese verplichtingen. En vanuit Europees niveau is er de richtlijn gekomen, of wij een definitie voor energiearmoede in België kunnen definiëren. Op dit moment is dat er niet. In België kennen wij het concept beschermde klant. En dat heeft zowel te maken met loon als een specifieke sociale statuut, dat je recht geeft tot bepaalde hulp. In België is er dus geen definitie en daar werken wij nu op federaal niveau hard aan om met een gezamenlijke definitie te komen, als ook energiearmoede-indicatoren die eigenlijk ons moeten helpen met statistical capacity building. Namelijk, het werk van de Koning Boudewijn Stichting is heel nuttig en wij zijn daar heel dankbaar voor, maar de federale overheid, België in zijn geheel, moet met eigen energiearmoede-indicatoren die ze ook daarna kunnen checken. Dit is niet vrijblijvend. Europa verwacht ook dat wij in onze nationale energie- en klimaatplannen een indicatieve doelstelling instellen van hoe hoog is de energiearmoede in België nu en waar willen wij als België, dus niet alleen federaal, zowel federaal als gewestelijk, naartoe en wat gaan we daaraan doen. Dit is heel erg interessant, want waar het beleid eerst gesnipperd was, moet er nu echt een gezamenlijke plan komen rond energiearmoede, een gezamenlijke definitie en een gezamenlijke werkplan. Dat was kort uitgelegd energiearmoede op federaal niveau. Dank u.
Voilà, je vais me permettre maintenant de vous faire part un peu de la vision que les gestionnaires de réseaux de distribution comptent mener en matière de transition énergétique pour qu'elle soit juste et inclusive. Alors, comme vous le savez, le contexte du Covid nous amène tous et toutes à nous poser les mêmes questions, à savoir, est-ce que mes proches vont bien? Quand est-ce que je pourrai retrouver une vie quasiment normale? C'est effectivement un contexte extrêmement particulier et qui nous conduit finalement à nous focaliser sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui constitue en réalité notre quotidien. Alors, tout ça est extrêmement compréhensible, mais cependant, il nous revient quand même de nous projeter un peu plus loin et de regarder un horizon un peu plus au-delà de simplement les règles qui vont s'appliquer à nous la semaine prochaine ou à quoi va ressembler notre mois de mai ou de juin. Et donc, nous ne devons pas nous laisser enfermer dans une logique à court terme. Et même si, malheureusement, le défi climatique n'occupe plus le tout haut de l'actualité, il représente cependant une nécessité de s'y atteler dès à présent et il reste entier à relever. Alors là où le Covid, en fait, nous amène à nous préoccuper plus particulièrement de nos aînés, la crise climatique, elle, s'adresse plus particulièrement aux générations futures. Alors vous me direz, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, mais c'est notre réalité. Et ce n'est pas l'un ou l'autre des défis que nous devons relever, mais c'est bien l'un et l'autre des défis qu'il faudra relever. Et pour que nous puissions relever ces défis vers nos aînés et les générations futures, il faut que cette transition énergétique, pour tous, que ce soit les Flamands, les Wallons et les Bruxellois, nous puissions évoluer vers une énergie plus propre, plus durable. C'est une étape indispensable à entreprendre dès à présent. Et cette transition énergétique, vous l'aurez compris, c'est l'affaire de tous. Du fait de cette urgence climatique, on ne peut pas attendre que d'autres nous montrent le chemin pour avancer. Nous devons avancer dès aujourd'hui. Quand je dis nous devons avancer, ce sont certes les gestionnaires de réseaux de distribution que je représente aujourd'hui, mais c'est aussi les entreprises, les institutions publiques, mais également les individus. Chacun doit devenir ou être un acteur du changement. Et c'est par l'addition de toute une série de changements de comportement à l'échelle individuelle qui, l'un pris séparément, peut apparaître comme un peu dérisoire, nous permettront de vraiment réussir ce défi que représente cette urgence climatique. Et comme vous pouvez l'imaginer en matière d'énergie, ces nouveaux comportements peuvent avoir un impact extrêmement rapide et substantiel. Alors, dans le cadre de notre action en faveur de cette transition énergétique, vous l'aurez compris effectivement que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Pour autant, et c'est le thème du webinaire d'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous égaux face à cette énergie et face à cette capacité à appliquer ce principe de cette meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, ou carrément à adopter de nouveaux comportements. On le citait effectivement, la Fondation Roi-Baudouin a été citée déjà à 2 reprises. Elle relève quand même qu'un ménage sur 5 vit dans une situation de précarité énergétique. Alors qu'est-ce que ça signifie ? En réalité, ça signifie que 10% de la population a une facture énergétique qui est trop élevée par rapport à ses revenus, et 10 autres % de la population, et ça c'est plus méconnu en fait, a une facture énergétique qui est trop basse par rapport à la consommation qui est attendue. C'est-à-dire que ces personnes se privent de consommer, en particulier du gaz, pour pouvoir payer sa facture énergétique. Et là, je dirais, malgré, et là c'est ce qu'on a connu récemment, une météo qui était relativement clémente et une baisse du prix du gaz. Et en fait, cette attitude à l'égard en fait, de la facture énergétique ne relève pas d'un choix. C'est quasiment, je dirais, quelque chose qui s'impose aux gens. Et c'est précisément pour cette raison que les gestionnaires de réseaux de distribution plaident pour cette fameuse transition énergétique qui doit être rapide. Effectivement, il y a une urgence climatique, mais elle doit être également inclusive. C'est-à-dire que cette transition, elle doit être accessible partout et pour tous. Alors, ça ne relève pas d'un choix sociétal ou d'une réflexion par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises, mais nous considérons, gestionnaires de réseaux de distribution, que c'est une obligation qui nous est dictée par le contexte du défi climatique.
Donc, on ne peut pas effectivement arriver à une société à deux vitesses. Vous auriez les gens qui pourraient bénéficier en fait de ces transitions énergétiques parce qu'ils ont les moyens financiers ou parce qu'ils ont l'information ou bien parce qu'ils ont l'éducation pour le faire. Et vous auriez les autres qui seraient quelque part abandonnés par cette transition énergétique. Nous refusons l'idée même de cette fracture énergétique au même titre qu'il existe une fracture numérique. Et donc, comme gestionnaire de réseau de distribution, comme acteur neutre, non commercial, les gestionnaires de réseau visent d'une part à permettre un accès à l'énergie et à la maîtrise de celle-ci pour tous les consommateurs, et d'autre part, elles visent aussi à un accompagnement vers une utilisation qui doit être plus durable et abordable. Et donc, pour arriver à, je dirais, ces deux piliers, c'est accessibilité et maîtrise de la consommation d'une part, et d'autre part, accompagnement vers une transition vers une énergie durable et abordable, nous avons déployé 5 pôles qui se complètent les uns par rapport aux autres. Alors le premier pôle, c'est quoi ? Et c'est assez simple, quand on l'énonce, dans les faits, c'est, je dirais, plus compliqué. Simplifier les relations de nos clients avec les acteurs de marché par des processus clairs et une information facile à comprendre. Alors je vous dirais que ça, c'est particulièrement vrai pour une partie de la population et particulièrement vrai pour les consommateurs fragilisés. La libéralisation du marché a eu des bienfaits, mais elle a complexifié extrêmement, je dirais fortement, le marché de l'énergie. Et je dirais que peu de gens, ou une partie de la population en tout cas, ne s'y retrouvent pas parmi les différents acteurs auxquels ils peuvent être confrontés dans ce marché de l'énergie, en particulier la clientèle la plus précarisée. C'est la raison pour laquelle nous investissons de nombreux efforts pour, sensibiliser les citoyens à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, en veillant notamment à des communications qui leur soient accessibles, notamment par une communication qui se fait dans plusieurs langues internationales, c'est-à-dire nous ne nous contentons pas du français et du néerlandais, nous allons vers plusieurs langues internationales pour que vraiment cette communication vers cette énergie plus durable et plus abordable soit effectivement compréhensible par la majorité des gens auxquels on s'adresse. Et on utilise aussi des canaux qui nous permettent d'avoir une interaction proactive avec tous les utilisateurs. Alors ça passe par quoi ? Des portails web, WhatsApp, des SMS, et ça fait partie intégrante, je dirais, de nos moyens de communication. Donc ici, si vous voulez, si je dois synthétiser l'idée, c'est vraiment, on essaye de rendre cette communication la plus accessible possible, et ça passe effectivement par des traductions, je dirais, dans différentes langues internationales. Mais pas que, les canaux de communication sont aussi des éléments très importants. Le deuxième pôle, c'est un rôle préventif, en vue d'éviter les coupures, et je dirais, et permettre à chaque consommateur de connaître ses droits et de les activer lorsque c'est nécessaire, et ceci évidemment en partenariat avec les acteurs sociaux. Notre priorité est effectivement de renforcer les mesures préventives, c'est-à-dire bien en amont avant l'idée d'une coupure, par exemple pour des clients qui n'ont pas de contrat, ou les clients qui arrivent en fin de contrat et qui ont du mal à trouver un fournisseur. L'objectif est évidemment d'arriver avant, effectivement, je dirais, la situation la plus dramatique, à savoir la coupure. Ici aussi, nous veillons à ce que la communication soit claire et que les clients, y compris les clients les plus précarisés, soient au fait de leurs droits et de des possibilités d'aide. Alors, par exemple, que faisons-nous ? On met en fait les clients en difficulté en relation avec les acteurs sociaux. C'est-à-dire qu'on va les appeler, en fait, on va leur téléphoner en leur disant « Il existe des CPS pour lesquels, en fait, que vous pouvez solliciter pour faire valoir vos droits. » Et c'est fondamental parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant de ce qui existe en matière d'accompagnement et d'aide en matière d'énergie. Ou, à côté de ça, autre élément fondamental, on assure effectivement, on évite la coupure au niveau des GRD par une fourniture sociale, mais on va y revenir dans un autre pôle. Donc là, on est sur le préventif, éviter absolument la situation dramatique que constitue la coupure pour une partie de la population. Troisième pôle, c'est de collaborer de manière très intensive avec les différents acteurs, qu'il s'agisse des fournisseurs, des régulateurs ou encore des acteurs sociaux. Vous l'aurez compris, ça passe effectivement par une excellente collaboration. Et je dirais au niveau régional, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, mais également à l'égard du fédéral. Vous savez, on vient de le souligner, c'est une matière qui, d'un point de vue institutionnel, est assez complexe. Et je pense que la concertation et collaboration permet de résoudre toute une série de choses. Et donc,
les gestionnaires de réseau ont une ambition de systématiquement de jouer un rôle de moteur dans le bon fonctionnement du marché. Et donc, ils vont prendre, je dirais, part de manière très active à différentes initiatives lancées par les régulateurs, les pouvoirs publics, les acteurs sociaux, et vont apporter leur vision des choses, qui est une vision, je dirais, de gestionnaire de réseau de distribution, mais qui est importante, je dirais, dans toute la chaîne que constitue en fait la production, le transport, la distribution et la fourniture d'énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution apporte son information par rapport à ce segment de la chaîne énergétique. Et donc, on apporte finalement des solutions que l'on souhaite et qu'on espère innovantes, mais également extrêmement pragmatiques pour effectivement, je dirais, jouer ce rôle fondamental de lutte contre la précarité énergétique et l'information que l'on donne soit aux citoyens, soit aux acteurs sociaux, pour justement sortir toute une série de personnes de cette situation de précarité énergétique. Alors, quatrième pôle, on endosse effectivement le rôle de fournisseur social de manière la plus humaine possible, en vue de devenir un fournisseur de référence pour les clients précarisés. Donc, ce sont des personnes qui éprouvent un certain nombre de difficultés, et notre rôle comme gestionnaire de réseau de distribution, c'est les accompagner en créant d'abord une relation de confiance, et notamment avec les différents CPS, j'en ai déjà parlé, c'est notre ambition, de non plus nous positionner simplement comme fournisseurs de dernier ressort, à savoir, les clients en fait arrivent chez nous parce qu'ils basculent, vu les différentes législations, vers le gestionnaire de réseau de distribution, mais on veut vraiment jouer un rôle proactif à l'égard de ces gens et vraiment entretenir une relation de confiance, aller vers eux pour devenir un fournisseur de référence et leur donner les informations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment en fait à l'égard des aides et des droits auxquels ils peuvent, je dirais, faire appel pour sortir de cette précarité énergétique. Dernier élément, c'est assez nouveau, c'est proposer des outils simples de suivi de la consommation pour avoir la capacité de maîtriser et donc de réduire sa facture énergétique. Et donc, il faut se rendre compte que les consommateurs, et je dirais de toute nature, c'est pas exclusivement les consommateurs, je dirais précarisés, n'ont pas toujours conscience en fait de leur niveau de consommation. Et surtout, n'ont pas de référentiel en disant, finalement, est-ce que ma consommation est une consommation normale ou bien est-ce que j'ai une consommation excessive ou à contrario, je dirais, mais ça c'est plutôt positif, je consomme moins que la moyenne. Faut-il encore que ça soit pour les bonnes raisons ? Pas pour simplement pouvoir payer sa facture énergétique, comme je vous l'ai dit. C'est une des causes, en fait, soulevées par la Fondation Rebaudouin comme élément de la précarité énergétique. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre à la disposition, en fait, de l'ensemble des consommateurs des outils très simples, une petite app sur un GSM, qui vous permet, en fait, de pouvoir suivre votre consommation. Et quand vous prenez conscience de votre consommation et de ce que ça représente en euros, eh bien, tout à coup, vous avez une forme de vue claire sur votre situation et ça peut vous amener à changer vos comportements. Alors, si c'est pas vous qui le faites, vous pouvez encore montrer cette information à la personne qui vous accompagne. Ça peut être, je ne sais pas, un voisin qui peut vous accompagner dans le suivi de votre facture énergétique, mais ça peut être aussi des acteurs sociaux de toute nature à qui vous allez présenter cette information et qui vont vous permettre de vous accompagner beaucoup plus tôt dans le processus et ne pas vous retrouver dans une situation où vous avez fait le tour de tous les fournisseurs, vous avez fait ce qu'on appelle le carrousel, d'essayer tous les fournisseurs et finalement arriver chez le gestionnaire de réseau de distribution quand vous avez une dette colossale auquel vous ne savez plus faire face. Donc vraiment, par des outils simples, il faut que ça soit extrêmement simple, extrêmement compréhensible, on peut prendre conscience de sa consommation et modifier son comportement et surtout garder la main sur son budget. Et donc, c'est par une addition de toutes ces mesures, de toute nature, assez simples, qui passent beaucoup par la communication, mais aussi par la création d'une relation de confiance avec le client de toute nature, que nous allons pouvoir entrer, je dirais, dans cette transition énergétique pour qu'elle soit, je le répète, c'est une transition qui doit être rapide, il y a une véritable urgence, mais elle doit être aussi inclusive. Alors, pour conclure, je vous dirais que l'urgence climatique nous impose à tous de revoir le rôle que nous avons pu mener, en fait, pendant les décennies passées. En 2021, un GRD ne peut plus se contenter de simplement distribuer de l'énergie. Il doit le faire, 24 heures sur 24, c'est son rôle de base. Mais ça n'est plus suffisant. Nous remplissons maintenant, et nous avons vraiment l'ambition de le faire, un rôle de partage des connaissances et de sensibilisation du grand public à l'impact de leur consommation. Et c'est ainsi que les gestionnaires de réseaux de distribution ont lancé des plateformes d'information neutres,
indépendantes, non commerciales, donnant de l'information sur l'énergie, des magazines informatifs, des newsletters, des e-books, toute une série d'initiatives. Et donc, œuvrer à la conscientisation des citoyens, à l'importance d'une utilisation intelligente et responsable de l'énergie, fait partie maintenant intégrante de nos missions et permet in fine de réduire sa facture, mais aussi de réduire son empreinte écologique. Et c'est vraiment la manière dont les GRD entendent maintenant contribuer activement à cette fameuse transition énergétique rapide et inclusive. Je vous remercie. Merci d'abord pour Synergrid, Madame la Ministre aussi, pour cet événement, invitation ici. Je suis donc Eero Aili, je travaille à la Commission européenne sur les questions de précarité énergétique et d'autres. Et je voudrais vous parler un petit peu de la politique européenne, dans ce sens-là, le cadre européen. Et en fait, cette problématique en fait, est bien intégrée dans les politiques de la Commission et surtout dans le fameux Green Deal, European Green Deal, pacte vert européen, qui constate qu'il y a une nécessité d'avancer de façon inclusive et vers une énergie plus verte, plus abordable, et aussi une source d'emploi et de prospérité. Et donc, dans ce travail, la Commission s'est concentrée sur la mise en œuvre d'actions concrètes qui permettront de réaliser des progrès tangibles dans le domaine des objectifs de développement durable. Et ces orientations politiques de la Commission, donc, et le travail annuel, alors qui mettre en œuvre tout ça. Donc, tout ça, ensemble, ça constitue la stratégie de mise en œuvre de ces fameux ODD. Et ce programme politique, donc, intègre ces objectifs dans pratiquement toutes les propositions, toutes les politiques et les stratégies de la Commission. Et l'ensemble, ils ont 17 objectifs et on les trouve en fait une ou plusieurs fois dans les 6 grandes ambitions annoncées de Madame von der Leyen, notre présidente. Et le pacte vert, donc, c'est une sorte de nouvelle stratégie de croissance pour l'Europe et il sera soutenu par le budget ordinaire et puis aussi par un effort de relance suite à la pandémie. Et donc, le budget à long terme de l'Union européenne est associé à la Next Generation EU, ce qui est un instrument temporaire destiné à stimuler la reprise. Et tous ensemble, donc, il constitue un vaste train de relance pour l'Europe et plus grand que jamais fait, en fait. Et en termes de chiffres, donc, on parle d'une enveloppe globale de 1 800 milliards, donc 1,8 trillion d'euros, qui est là pour reconstruire l'Europe après Covid-19. Et le but, évidemment, que ce soit une Europe plus verte, en pointe sur le numérique et aussi plus résiliente. Et ce nouveau budget donc, renforcera les mécanismes de flexibilité afin de pouvoir faire face aux imprévus aussi. Donc, non seulement la réalité qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi toutes sortes d'incertitudes de demain. Et si je donne un exemple, donc un de ces principaux éléments d'accord est un soutien à la mise en œuvre de transitions climatiques équitables. Et ici, utilisant le fonds d'une transition juste. Et pour utiliser ce fonds, les gouvernements, comme la Belgique aussi, donc, devront présenter des plans territoriaux de transition juste. Et tout ça en cohérence avec les objectifs climatiques de l'Union et basé évidemment sur leurs plans nationaux énergie-climat. Et c'est le travail qui est en train d'être fait maintenant. Donc, mois de mai, mois de juin, je pense qu'on va voir tous ces plans. Et donc, une autre chose importante, le soutien de l'opinion publique est extrêmement important pour assurer cette transition. Et l'Eurobaromètre
nous montre que à ce stade, donc 9 Européens sur 10 s'accordent déjà sur le fait que l'UE devrait garantir l'accès à une énergie propre. Toutefois, la résistance locale peut évidemment ralentir ce processus et on connaît tous le mouvement de Gilets jaunes en France et ce qui s'est passé là. Donc, il faut toujours avoir ce soutien politique, ce qui a bien été dit aussi avant ici. Et donc, la Commission a lancé plusieurs instruments de participation des parties prenantes pour contribuer à renforcer le soutien à la transition. Et là, on parle des déploiements de renouvelables, rénovation des bâtiments et ce genre d'actions très concrètes. Et donc, parmi ces instruments figure, entre autres, donc, le Forum des citoyens pour l'énergie, ça s'appelle aussi Dublin Forum. Il y a la Convention des maires pour le climat et de l'énergie, dont d'ailleurs la région de Bruxelles et plusieurs villes belges sont membres. Et puis aussi, il y a le Pacte européen pour le climat qui vient d'être lancé l'année passée. Et donc, toutes ces initiatives sont ouvertes, elles sont transparentes et elles permettront donc aux citoyens européens de jouer un rôle dans cette transition. Puis, donc, l'expérience et la compréhension des personnes en matière de transition vers une énergie propre sont essentielles à l'acceptation. Et on sait déjà que l'énergie représente 75% des émissions de l'Union européenne. Et donc, il a un rôle majeur de jouer dans la transition. Et cela signifie aussi que certains secteurs de l'énergie déclineront ou disparaîtront, hein. Tandis qu'il y a d'autres qui vont naître et qui vont croître vite. Et donc, ça veut dire aussi que la transition est parfois crainte et représentée comme destructrice de richesses et d'emplois. Et pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. En fait, nous pouvons rendre nos économies durables et apporter l'emploi aux citoyens. Le même temps. Nos prévisions tablent sur plus de 500 000 emplois créés dans le secteur des énergies propres d'ici à 2050, ce qui est bien plus que les emplois qui vont disparaître dans les énergies fossiles. Le bénéfice de la transition n'est pas que économique, évidemment. Il devrait améliorer aussi le bien-être des personnes et ne laisser personne de côté dans le processus. Et on connaît bien les bénéfices de santé, par exemple, dans les villes, surtout, on le voit. La qualité d'air et tout ça. Donc, c'est ce que nous efforçons de faire à travers de notre transition de juste, fonds de transition juste, et aussi ces initiatives contre la précarité énergétique. Maintenant, donc, la lutte contre la précarité énergétique, c'est un élément primordial de la réussite de la transition. Mais c'est encore plus important que ce soit juste, cette transition. Et la lutte contre les causes structurelles de la précarité énergétique, et notamment l'inefficacité énergétique des logements, peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs énergétiques. La Commission essaie de mieux comprendre et aussi combattre la précarité énergétique dans l'ensemble de l'Union européenne. Et à ce fin, ce que nous avons fait, nous avons introduit des obligations aux États membres d'identifier, évaluer et combattre cette précarité. Et l'année passée, la Commission a émis aussi une recommandation sur la pauvreté énergétique. Et son objectif est de faciliter la définition et le suivi par les États membres de la précarité énergétique au moyen d'une combinaison d'indicateurs et de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques. Parmi ces recommandations figure l'élaboration d'une approche systématique de la libéralisation du marché de l'énergie, et dans le cadre de laquelle les politiques énergétiques et sociales ciblées se complètent. Et donc, il faut mettre accent sur cette question de ciblage, surtout côté social.
Il faudrait aussi une évaluation des effets distributifs de la transition énergétique et le déploiement intégral des programmes de financement disponibles de l'Union pour les projets en faveur de la précarité énergétique. En outre, afin de garantir une rénovation en profondeur, les entreprises de services énergétiques et les contrats de performance énergétique sont considérés comme de grands vecteurs de financement des solutions pour les familles. Et c'est là que les économies d'énergie les plus importantes peuvent être réalisées. Le logement social doit également être un objectif clair. Puis, l'Observatoire européen de la précarité énergétique était lancé en 2018 et son rôle, c'était d'accélérer et aller vers plus loin dans le soutien concret et donc concrétiser des recommandations et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, cette année-ci, il y a une deuxième phase de cet observatoire qui commence. Et là, on va aller en avant, donc plus loin que jusque maintenant. Maintenant, c'était la collection d'informations, des bonnes pratiques et tout ça. Maintenant, on veut aussi essayer de les mettre en œuvre. Donc, il y a un peu de soutien financier aussi au niveau local qui s'y ajoute. Je voulais parler des gestionnaires, le rôle des gestionnaires de réseau, ce qui est évidemment clé dans ce travail-là. Et en fait, ce sont ces gestionnaires qui sont, d'abord, ils ont la fiabilité, ils ont l'innovation, ils ont toutes ces possibilités d'accélérer la transition. Et en fait, ils doivent aussi, à notre avis, donc, rendre possible l'introduction des technologies innovantes pour permettre réduire aussi le coût de l'énergie. Et pour donner un exemple, donc les compteurs intelligents, par exemple, c'est quelque chose de très important parce que ça, une fois installé, il donne la possibilité d'utiliser toute une série de services d'énergétique modernes. Et je peux citer un exemple. Ma mère, 88 ans, elle habite en Finlande, je suis finlandais, et donc elle a un compteur intelligent. Et j'ai parlé avec elle il y a un an, et on a parlé d'énergie. Et puis, elle a raconté quelle était son facture annuelle. J'ai dit que, alors, il faut chercher meilleur. Et donc, essayer de choisir un contrat dynamique, tarif dynamique. Elle l'a fait, puis elle m'a appelé fin d'année. Elle a dit que merci, j'ai gagné 350 € par an, juste sans changer, en fait, mon comportement. C'est juste en jouant avec le prix de marché gros et marché de détail. Donc, quand il y a des outils, il y a une possibilité d'économiser énormément. Et donc, ce sont les fameux gestionnaires de réseau qui peuvent le faire. Voilà, finalement, un mot sur ce qui n'est pas public, donc le côté privé. Donc, il y a des exemples très intéressants qu'on trouve, y inclus en Belgique, sur la collaboration entre le secteur privé et public et les ONG. Et je cite juste un exemple, ça c'est en Flandre, le projet Papillon, où effectivement il y a une collaboration entre un ONG local, une société d'électroménagère qu'on connaît bien, mais je ne vais pas les citer le nom ici, et puis les autorités locales de la ville, je pense. Et puis, tout ça, c'était pour organiser des audits énergétiques des familles en précarité énergétique, et puis donner d'appareils d'électroménagères et faire des tests d'usage, etc., sans entrer dans les détails. Les résultats sont magnifiques. Donc ça, c'est juste un exemple. Et sur notre observatoire, donc sur le site, il y a plusieurs exemples qui viennent de la Belgique. Donc, ça montre juste qu'il faut aussi penser au secteur privé. Et aussi, par exemple, les investisseurs impact, là aussi, il y a une chaîne de supermarchés belge qui est entrée dans ce domaine-là, travaille avec ce genre d'exemple. Donc, je termine ici et je vous remercie.
De eerste vraag is voor mij en ik lees hem voor. Is het een denkpiste om het sociaal tarief te vervangen door een energiepremie / steun op basis van inkomen, gezinsbudget en niet op basis van categorie? Kunnen de OCMW's een betere rol spelen via een sociaal en financieel onderzoek? Wel, korte antwoord is ja. Lange antwoord is, op dit moment is het sociaal tarief een afgeleide recht. Betekent dat mensen hebben recht op bijvoorbeeld het leefloon of een andere soort hulp van de OCMW, maar ook mensen die gehandicapt zijn en recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming, die krijgen daarnaast ook recht op het sociaal tarief. Dat maakt het een beetje gecompliceerd, omdat die afzonderlijke rechten hebben wel een soort van inkomensonderzoek, niet allemaal, maar dat gebeurt dus niet op sociaal tariefniveau. Ik wil jullie informeren dat jullie weten dat dit aan de gang is. Er is op dit moment een grote denkoefening op federaal niveau bezig rond het sociaal tarief, waarbij we het compleet evalueren en herevalueren. Namelijk hoe men daar toegang toe krijgt, de begunstigden en de categorieën die we hebben, zijn die juist? Zijn we de juiste mensen aan het targeten? En de manier waarop die gefinancierd of dat niet efficiënter kan. Dus hele goede vraag. Antwoord is ja. Wij zijn mee bezig in een denkoefening. So, does the Commission foresee to finance projects active in green transition with a focus on energy poverty, like special citizen communities? Well, again, the reply is yes, indeed. There are a number of different funds actually which go into this direction. So when we talk about communities, so energy communities, both renewable energy communities and citizens energy communities, both are supported, first by legislation and now also by financing. The goal and the one very important thing about this is that actually we have seen that these kinds of communities generally are very favorable to the energy poor. And why? Because they often have a social vocation. They have other, they are driven by a bit of a different business model than normal retailers. And therefore, usually the margins are lower. And that means that there is a benefit to the energy poor. So the answer indeed is yes. And I would expect that some of these famous recovery and resilience plans that the member states are presenting, so they will hopefully contain issues like that and then can be financed. De volgende vraag is voor mij, maar ik wil even op iets teruggaan wat Eero net heeft gezegd. Op Belgisch niveau, op federaal niveau, zijn wij ook bezig met de definitie van energy communities en wat dat in België betekent, ter informatie. De volgende vraag is: energiearmoede wordt deels veroorzaakt door de hoge energiekost, zeker voor elektriciteit, waar er veel heffingen in de prijs zitten. Maar welke aanpak is het beste? Het verlagen van de eenheidsprijs of een sterk flankerend beleid dat het verlagen van de energieverbruik beoogt? Wel, het tweede. Op dit moment is het beleid dat vooral op federaal niveau wordt gevoerd, zoals ik al zei, het sociaal tarief, dat is vooral de symptomen bestrijden. Mensen leven in energiearmoede, hebben energieschulden of zijn kwetsbaar en krijgen daardoor het sociaal tarief. Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat er op een duurzame manier eigenlijk deze mensen geholpen moeten worden. Dus vanuit federaal niveau is er niet echt veel rond energie-efficiëntie, maar wat er wel is het ecolabel-beleid en de Belgische bevolking motiveren om meer energie-efficiënte apparatuur te gebruiken. En daarop gaan wij ook inzetten. Alors, la prochaine question est pour moi, je vous la lis. Face à la précarité énergétique, votre réponse consiste donc à dire aux personnes qui éprouvent des difficultés « Consommez moins, n'est-ce pas un peu court ?» Bah oui, évidemment, c'est un peu court et c'est certainement pas en fait notre volonté ou la réponse qu'on souhaite apporter à la précarité énergétique. Je dirais que la question de l'utilisation rationnelle de l'énergie n'est pas une question qui est dédicacée aux gens qui éprouvent des difficultés. C'est, j'ai envie de vous dire,
La meilleure énergie consommée, c'est la meilleure énergie consommée, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ça, c'est valable, j'ai envie de vous dire, pour l'ensemble des consommateurs et pas exclusivement les gens qui font face à des difficultés. Je dirais que dans les moyens dont dispose le GRD pour mettre en place cette transition énergétique qu'on veut rapide et inclusive, il existe, et on en a parlé tout à l'heure, ce que nous appelons les Energy Community ou le concept de l'autoconsommation collective. Alors, c'est un concept qui peut apparaître comme un peu barbare, un mot un peu, je dirais, compliqué, mais en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à permettre à des gens qui disposent de moyens de production, par exemple du photovoltaïque ou une cogénération, qu'importe, si possible renouvelable, de partager en fait cette consommation avec d'autres consommateurs qui font partie de cette, je dirais, communauté d'énergie. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire avec la précarité énergétique? Tout simplement, les gens qui éprouvent des difficultés n'ont pas nécessairement soit un logement qui vont lui permettre, je veux dire, de pouvoir disposer de moyens de production ou non pas simplement l'information sur le fait qu'ils peuvent effectivement avoir du photovoltaïque. Ils vivent dans un appartement et donc le photovoltaïque, c'est chez le propriétaire que ça pourrait voir le jour, ou ils vivent dans un logement où effectivement ils ne peuvent pas bénéficier d'une cogénération ou installer une cogénération. Et donc comment faire en sorte que cette clientèle, je dirais précarisée, puisse participer à cette transition énergétique? C'est faire en sorte qu'elle puisse participer à cette communauté d'énergie, et c'est un des moyens très concrets, et nous le faisons effectivement, nous sommes à Bruxelles dans des projets pilotes en matière d'autoconsommation collective qui font que des gens qui sont dans des situations de précarité énergétique puissent participer malgré tout à ces communautés d'énergie et puissent d'une manière ou d'une autre participer effectivement à cette transition énergétique. Au-delà de ça, ce que j'ai envie de vous dire, un des grands moteurs pour mettre en place cette transition énergétique, ça va passer par la rénovation du bâti. Et c'est aussi quelque chose, effectivement, auquel s'attellent les gestionnaires de réseaux de distribution. Je vous dirais que je prends l'exemple de la commune dans laquelle j'habite, c'est-à-dire Saint-Gilles. Il faut savoir que près de 85% du bâti date d'avant 1972. Donc, il faut se rendre compte de l'état dans lequel se trouve le bâti bruxellois. C'est un bâti qui est prestigieux d'un point de vue patrimonial, mais qui, en termes d'efficacité énergétique, constitue un véritable défi, je dirais, en matière, effectivement, de réduction de la consommation. Et donc, il y a de vastes plans qui sont menés, je dirais, au niveau fédéral, mais au niveau aussi régional, dans les 3 régions, en matière de rénovation du bâti. Ça fait intégrante, en fait, du plan de relance qui a été négocié au niveau fédéral et auquel les régions ont contribué. Et nous pensons qu'une des réponses à cette précarité énergétique passe effectivement par la rénovation du bâti, mais aussi par des actions plus concrètes de participation à ces fameuses autoconsommations collectives ou ces communautés d'énergie de partage de la production et de la consommation. Et au-delà de ça, j'insiste, l'information claire, la plus, je dirais, la rendue la plus pragmatique possible à l'égard certes de l'ensemble des citoyens, mais aussi des citoyens les plus précarisés, le tout dans une solide collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et je dirais qu'il n'y a pas une solution à la précarité énergétique, il y a un mix de solutions qui doivent être apportées, le fédéral, les régions, les villes, les communes, le privé, comme le soulignait la Commission européenne. Chacun, je dirais, a son rôle à jouer, et le défi est tellement immense qu'on n'a pas de quoi se marcher sur les pieds. Merci Marie-Pierre. Ton intervention va clôturer notre séminaire aujourd'hui. La transition énergétique, c'est quelque chose auquel nous devons travailler tous les jours, et cela en ne laissant personne au bord du chemin. Et donc oui, la lutte contre la précarité énergétique est un élément fort important, mais aussi un problème complexe, comme vous l'avez pu entendre cet après-midi. Et je tiens à remercier les 3 intervenants, Madame Giraneza, Madame Fauconnier et Monsieur Eero Aelio, de ces interventions fort intéressantes. Ceci va clore notre webinaire, mais ce n'est pas le dernier webinaire que nous comptons organiser, étant donné que nous sommes SDG Voice ambassadeurs pour l'année 2021. Nous comptons organiser une série de webinaires, et le prochain aura lieu le 24 juin. Nous inviterons Monsieur Thomas Dermine, et nous aurons aussi la présence d'une part M. Pascal Debuc et d'autre part M. Fernand Griffenet, qui nous parleront de la vue des gestionnaires de réseau. Je vous remercie d'AQ.